Territoire d'info, une matinale spéciale ce matin, une édition que nous réservons aux candidats des primaires de la droite et du centre. Mon invité aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pendant une heure, vous serez face à la presse quotidienne régionale et également diffusée chez nos partenaires des télés locales et de TV5 Monde à travers ces 9 antennes à l'international. Enfin, notre émission sera diffusée sur les sites internet de la presse quotidienne régionale. Donc une grosse exposition pour vous ce matin. Nicolas Sarkozy pour vous interroger. Aujourd'hui à mes côtés, Michel Urvois, éditorialiste, directeur éditorial même à Ouest France. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, Michel. Cyril. Pascal Jalabert de l'Est républicain, mais aussi représentant des 10 journaux du groupe EBRA. Et enfin Hervé Favre de La Voix du Nord. Merci Hervé Favre d'être avec nous. Nicolas Sarkozy, première question liée à l'actualité immédiate. Le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer la création d'un fichier géant. La totalité de la population française y figurera. Certains parlent d'une problématique liberticide, on peut le dire. Qu'en pensez-vous ? Bon, pour dire la vérité, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit et je m'étonne de la multiplication d'initiatives à 6 mois de la fin d'un quinquennat aujourd'hui absolument agonisant. S'il y avait besoin de tous ces éléments, pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Mais je ne suis pas opposé par principe à des fichiers. Je pense que l'état de droit, c'est un état qui protège d'abord les victimes et pas les coupables ou leurs complices. Donc si on estime que c'est efficace, pourquoi pas? Je demande simplement à regarder les choses de plus près. Nicolas Sarkozy est donc l'invité de Territoire d'Info ce matin avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Nicolas Sarkozy, vous avez dit vouloir lutter contre ce qu'on appelle les décrocheurs scolaires en tout cas. Une priorité absolue serait donnée aux jeunes en rupture avec le système éducatif. Vous avez comme projet de les obliger à faire un service militaire. La Voix du Nord vidéo a rencontré à Lille un jeune homme en échec scolaire. Son prénom c'est Mathieu. Ils sont près de 150 000 parents dans notre pays. C'est un exemple de ce que l'on appelle, donc je disais communément, un décrocheur. On l'écoute si vous voulez bien et on revient vers vous. Je pense que c'est pas une bonne idée d'obliger tout le monde à faire les services militaires obligatoires. Mais au niveau de la délinquance, de la petite délinquance, je pense que ça peut être une très bonne solution pour rentrer dans la vie active et devenir un homme, on va dire, et trouver un travail et avoir une famille. Je pense qu'on ne peut pas obliger n'importe qui à faire le service militaire. Nicolas Sarkozy, ça va être compliqué d'obliger ce jeune homme à faire un service militaire. Enfin, pardon, d'abord c'est pas n'importe qui, je ne considère pas et n'importe qui quelqu'un qui décroche. Il faut d'abord dire à nos téléspectateurs ce que c'est qu'un décrocheur. Mathieu. Un décrocheur. Enfin, Mathieu, je ne connais pas le détail de sa vie, mais un décrocheur, c'est quelqu'un qui ne va plus à l'école, en général depuis la 3e, parfois avant, qui est dans la rue, qui est oisif, qui ne suit pas de formation, qui n'est pas en apprentissage, et qu'on laisse comme ça, et qu'on voit revenir dans les statistiques au moment où on peut être candidat pour avoir le RSA. Donc il n'est pas question pour moi d'obliger tous les jeunes à faire leur service militaire, je n'y ai jamais cru. Je rappelle qu'une classe d'âge, garçons et filles, c'est 700 000, et je vise une population d'environ 100 000. À mon avis d'ailleurs, sur les 100 000, il y en a 50% qui seront amenés à le faire. Tout jeune entre 18 et 25 ans qui n'aura pas de formation, qui ne sera pas en apprentissage, qui ne sera pas malade, qui ne suivra pas d'études ou qui n'aura pas d'emploi, sera obligé de faire un service national. Je dis à Mathieu que j'ai aimé ce qu'il a dit, ça me paraît assez intéressant, mais que s'il est dans cette situation, on ne lui demandera pas son avis, il fera son service militaire. C'était un sujet donc de La Voix du Nord, dirigé par Jean-Michel Bretonnier. Pascal Jalabert, vous êtes de l'Est républicain, présent sur ce plateau. Vous vous intéressez depuis très longtemps aux problèmes d'éducation, au cœur des territoires d'ailleurs, et vous le traitez dans vos 10 journaux quotidiens du groupe EBRA. Oui, donc pour revenir au décrochage scolaire, 150 000 décrocheurs scolaires, et on a en France 101 000 emplois non pourvus, des emplois pas toujours qualifiés, et 48 000 recours à du travail détaché. Alors, que proposez-vous pour résoudre cet état de fait que les Français comprennent pas forcément très bien? Bon, il y a deux choses. D'abord, je suis de ceux qui considèrent que l'un des principaux problèmes de l'économie française, voyez-vous, c'est pas un manque d'emplois hyper qualifiés, c'est un manque d'emplois peu qualifiés. Sur les emplois très qualifiés, beaucoup d'entreprises font venir ici des informaticiens indiens, là des cadres anglo-saxons. On manque terriblement d'emplois peu qualifiés. C'est la raison pour laquelle je propose une mesure extrêmement forte qui consiste à supprimer totalement, vous m'entendez, totalement, toute cotisation sociale sur les emplois
familiaux. Les familles peuvent être un gisement d'emploi considérable dans l'échec économique dramatique de ce quinquennat. Il y a pour la première fois depuis 15 ans la diminution du nombre d'emplois familiaux. Donc je dis à toutes les familles de France qui ont un enfant handicapé, où on doit s'occuper de parents dépendants, ou tout simplement où la femme ne veut pas avoir à arbitrer entre un enfant de plus ou un premier enfant et une carrière professionnelle, que demain on pourra employer des emplois familiaux sans charge, c'est-à-dire une diminution de 20%. Pour le reste, je propose une refonte complète de notre système de formation professionnelle qui souffre d'un problème structurel. Il n'y a aucune raison que ce soit la formation professionnelle qui finance l'activité des syndicats. Et sur cette question de décrocheurs scolaires que l'armée devrait donc remettre un peu sur les bons rails, est-ce que l'armée qui est déjà aujourd'hui... remettre sur les bons rails, voilà, est-ce que l'armée qui est déjà extrêmement mobilisée sur tous les fronts peut supporter ce nouveau travail finalement? D'abord, j'ai parlé de cette question avec le chef d'état-major des armées, le général de Villiers. Je ne veux pas le gêner naturellement, mais je suis très attaché, j'ai été chef des armées pendant 5 ans, au maintien du lien entre la nation et l'armée. Naturellement, le premier devoir de l'armée, c'est de protéger les intérêts stratégiques de la France et de défendre les Français. Vous avez parfaitement raison. Oui. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'armée a un rôle également d'intégration. C'est la seule institution qui est capable de remettre dans une forme de sociabilisation, de réintroduire dans la société des jeunes complètement déstructurés, parce que depuis la 3e, jusqu'à leurs 20 ans, 22 ans, 23 ans, c'était la loi de la rue. Finalement, c'est un choix. L'idée de Ségolène Royal. Oh, ça, c'est pas gentil de votre part. Mais on avait parlé dans la campagne de 2007. Bah, écoutez, tant mieux s'il en avait parlé, c'était pas exactement cela. Sa proposition, il y avait un côté plus disciplinaire. Moi, je vise l'intégration. Ça permettra d'ailleurs à ces jeunes décrocheurs de perfectionner leur français. Pour ceux qui ne sauraient pas parler français, ou pas assez bien, de passer un permis de conduire, voire un permis de conduire poids lourd. Et la seule revendication de l'armée dans ce but, c'est naturellement que ça ne soit pas elle sur son budget. Car le budget de la défense ne sert pas à ça, qui paye. Je considère que c'est l'éducation nationale qui devra financer l'intégration de ces décrocheurs. Et Michel Urvois, pardon, juste un mot, excusez-moi. Mais si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous ne croyez pas que ça coûte plus cher et que c'est plus problématique d'avoir, vous parlez de 150 000, moi j'étais plutôt sur 100 000, mais peu importe, des dizaines de milliers de jeunes qu'on abandonne? Moi, 50 000, c'est un chiffre qu'on entend depuis des années. Oui, non mais d'accord. Je pense qu'à la minute où on dira qu'il y a un service militaire obligatoire à la clé, vous verrez qu'il y en aura moins et qu'il y aura un certain nombre, entre guillemets, de décrocheurs qui se dépêcheront de trouver une formation. Et rien que pour cela, c'est important. Mais ceux qui critiquent cette proposition, qu'est-ce qu'ils me proposent? Le statu quo n'est pas une stratégie. Ouest France. Mais juste sur ce point, est-ce que l'armée a les capacités d'assurer l'encadrement de ces jeunes? Oui, l'armée n'a pas les capacités aujourd'hui, voyez-vous, et c'est pour ça que je suis opposé à un rétablissement d'un service national pour une classe d'âge de 700 000. On n'a pas les casernements, on ne peut pas envoyer des appelés risquer leur vie. J'ai toujours été favorable à l'armée professionnelle, mais s'agissant d'une population que j'estime, je peux me tromper, mais enfin, à 50 ou 60 000 chaque année, c'est simplement un problème budgétaire. Et pour moi, ça coûte moins cher de réintégrer ces jeunes que de les abandonner. Et vous estimez qu'elle en a envie, l'armée? Non, vous savez, l'armée est une institution extrêmement précieuse qui sait ce que c'est que l'obéissance aux autorités légitimement élues d'un pays. Cela signifie donc... Pascal Jalabert. Cela signifie que vous allez garder et même renforcer les effectifs de la défense. Or, dans votre programme, il y a des suppressions de postes de fonctionnaires. Où allez-vous opérer ces suppressions? Excusez-moi. D'abord, à ma connaissance, les militaires ne sont pas des fonctionnaires, sauf à me tromper. Non, ils sont dans le budget de l'État, c'est le budget de l'État qui paye. J'ai prévu que la totalité des forces de sécurité seront exonérées de tout effort de réduction de postes. Donc, on fera porter le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, à l'exception des gendarmes, des policiers, des gardiens de prison, des magistrats et des militaires. S'agissant de la défense, j'ai pris un engagement que je tiendrai. Un budget qui va augmenter, c'est 32 milliards d'euros de plus sur la période. 1,85% du budget sera consacré à la défense, c'est 1,75 aujourd'hui, pour arriver aux alentours de 2022 au fameux 2%.
C'est Nicolas Sarkozy, l'invité de Territoire d'Info ce matin sur Sud Radio et Public Sénat avec TV5 Monde. J'espère qu'ils s'en sont rendus compte quand même. Alors Nicolas Sarkozy. À moins que ça ne soit Ségolène Royal, je ne sais pas. Nicolas Sarkozy. Ses idées. Fracture territoriale maintenant. Elle se creuse dans notre pays. C'est devenu un enjeu majeur pour tous les élus, de gauche comme de droite d'ailleurs, qui sont interpellés par les habitants de ces zones oubliées. On va écouter un libraire, si vous le voulez bien, de Léognan en Gironde, qui s'appelle Didier Lepage et qui a rencontré pour nous AIMV, c'est une agence de presse à Bordeaux. On l'écoute. Didier Lepage à Léognan en Gironde. Bon, Didier, d'abord, j'ai compris que c'était pas un libraire, mais enfin, c'est une maison de la presse, et Dieu sait que c'est important. Enfin, il aurait été libraire, ce sont des lieux de civilisation qu'il convient d'aider. Didier a raison. Jacques Chirac, puis moi, nous avons beaucoup fait pour les quartiers. Le plan pour la ville, que nous avions engagé avec Jean-Louis Borloo, a été nécessaire, a été un succès. Il faut faire pour la ruralité, aujourd'hui, un plan de la même ampleur pour la ruralité. La ruralité se meurt, la ruralité se désespère. J'ai proposé un plan Marshall pour la ruralité qui permettra d'engager des travaux d'infrastructure nécessaires à la ruralité. Parce que si on ne le fait pas maintenant, demain ça sera trop tard. En quelques mois, un territoire peut mourir. J'ai estimé que ce plan Marshall serait aux alentours de 10 milliards d'euros. Il permettrait de réduire la facture numérique parce que quand on propose la 4G pour dans 20 ans, il y a des territoires qui seront morts. C'est bien trop tard. Il faut des TGV, il faut investir dans les lignes des TER, il faut des routes. Et ma règle sera simple, 1 euro pour la ville, 1 euro pour la ruralité. Aujourd'hui, c'est les 2 tiers des crédits pour la ville, 1 tiers pour la ruralité. C'est pas la peine que la France soit le pays à la superficie la plus grande d'Europe si on laisse tomber des pans entiers de notre territoire. Nicolas Sarkozy, une petite précision, Didier Lepage est bien libraire, mais on l'avait mis devant un kiosque à journaux. C'est AIMV. Voilà. Michel... Après Ségolène Royal, voilà que je me trompe avec Didier. Didier Lepage est bien libraire. Pardon, alors Didier, les libraires, c'est extrêmement important. C'est vraiment des lieux dont on a besoin. Et je dois bien reconnaître d'ailleurs que le prix unique du livre a sauvé les libraires. Il serait bien bon de s'en inspiré aussi pour le disque et pour les DVD. On revient à la fracture territoriale, c'est important. Sur ce thème, oui, surtout vu de l'Ouest. Monsieur Sarkozy, si vous êtes président demain, que faites-vous de la réforme territoriale appliquée par la gauche? Bon, il y a plusieurs choses à dire. Sur les grandes régions, région par région, on leur donnera 1 an pour décider s'ils continuent ou s'ils restent ensemble. Bon, alors ça vous concerne moins. La Normandie. Oui, à l'ouest, mais enfin la Bretagne n'a pas été bougée, les pays de la Loire n'ont pas été bougés. Certes, il y a l'Aquitaine, le Limousin et Poitou-Charentes. Donc, chaque région décidera, on continue ou on arrête. Il n'y a aucune raison qu'on décide de tout démanteler. Moi, je ne suis pas M. Hollande qui, obsessionnellement, a voulu détruire tout ce que j'avais fait. Deuxièmement, nous reviendrons au conseiller territorial. Je crois au canton, parce que si vous supprimez le canton, vous supprimez la représentation des territoires. En gros, dans nos villes, le canton, on ne le connaît pas. Mais dans les territoires et dans la ruralité, c'est absolument fondamental. Et je veux que la même personne soit en même temps représentant du département et représentant de la région. Nous reverrons l'ensemble du découpage cantonal, qui a été un véritable scandale, tant il a été partiel. Voilà les mesures que nous engagerons dans un premier temps. François Baroin, votre possible Premier ministre, si vous êtes élu, préside aussi l'Association des maires de France. On l'a entendu depuis des mois, voire des années, protester contre la baisse drastique des dotations de l'État aux collectivités. Demain, vous, puisque vous venez de dire, plan Marshall pour la ruralité, des efforts d'investissement pour accompagner les collectivités, vous, président, demain, vous faites quoi avec ces dotations ? Vous les rétablissez, vous les renforcez, ou vous continuez la politique d'économie ? D'abord, la politique de réduction des dépenses, elle est incontournable. La France dépense 57,5% en public, en dépenses publiques, par rapport à sa richesse nationale. Mon objectif est de revenir aux alentours de 50%. En 5 ans, il faudra faire des économies. S'agissant des collectivités territoriales, on ne peut pas aller plus loin. Ce n'est pas possible. Et il y aura dans l'ensemble des projets que je mettrai en œuvre, un projet très important qui sera la réévaluation des bases, des valeurs locatives
des collectivités territoriales, bases qui n'ont pas été réévaluées depuis la fin des années 80, et je proposerai un système selon lequel cette réévaluation pourrait se faire à chaque fois qu'on change de propriétaire ou à chaque fois qu'on change de locataire, mais sur la baisse des dotations aux collectivités territoriales, on ne peut pas aller plus loin. Dans le même temps, je supprimerai la réforme des rythmes scolaires, qui coûte une fortune aux collectivités territoriales, et la réforme du collège. Vous disiez des trains, des routes. J'avais envie d'ajouter un aéroport. Vous voyez de quoi je veux parler? Non, Ségolène Royal toujours. Décidément. C'est Nicolas Sarkozy l'invité ce matin. Est-ce que dans l'imbroglio de... Comment vous vous sortiriez, vous, de l'imbroglio de Notre-Dame? Il n'y a pas d'imbroglio. Pardon, donc, excusez-moi, je parle à toute la population de l'Ouest. Enfin, à ma connaissance, je ne veux pas être caricatural, mais si vous voulez, il y a dû avoir au moins 150 décisions de justice pour dire qu'il faut faire l'aéroport. Vous me le confirmez. Certains disent 160, peu importe. Disons largement plus d'une centaine de décisions de justice. Il y a eu surtout un référendum. Et pour moi, le référendum, c'est capital. Un référendum qui a dit il faut faire cet aéroport. Donc je ne sais pas ce que représente cette population qui occupe en toute illégalité plusieurs dizaines d'hectares dans la région Pays de la Loire. Je demanderai immédiatement l'expulsion de ces gens, dont une partie appartiennent à l'extrême gauche étrangère, dont l'autre partie réside là, on se demande de quoi ils vivent. Je peux vous mettre sur une piste, ils vivent de subventions payées avec les cotisations des gens qui travaillent. Pour moi, le premier problème de la France, c'est un problème d'autorité. Alors, un jour, on vous occupe la place de la République. Un jour, il y a 3000 migrants en situation irrégulière sous le métro Stanislas. Les pauvres. Mais enfin, pensez aux gens qui habitent. C'est quand même pas admissible. Et là, on a Notre-Dame-des-Landes avec un véritable village. Ils seront expulsés et l'aéroport se fera. Hervé Favre. Je reviens aux ressources des collectivités locales qui tous les ans crient misère auprès de l'État. Vous dites on ne peut pas aller plus loin effectivement dans la réduction des dotations. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans les ressources fiscales qu'elles réclament? Bon, non, pour les régions, elles ont eu une part de TVA. Est-ce que je suis très réservé sur cette opportunité. Je pense que la TVA est un impôt national pour l'État. Je ne suis pas pour une France fédérale. Je considère qu'on a un État et qu'il ne faut pas trop jouer avec ces questions-là. Les collectivités territoriales seront astreintes, comme l'État, à une réduction des effectifs. J'ai prévu 150 000 de moins pour l'État, 150 000 de moins pour les collectivités territoriales. J'admets bien volontiers qu'on ne peut pas le faire de la même façon, parce qu'une commune de Bretagne de 150 habitants ne peut pas être traitée comme la capitale de la France. On passera des contrats avec les associations représentant les élus, et surtout je veux un changement très profond du statut des fonctionnaires territoriaux. Ils seront amenés à être mieux payés, mais à travailler davantage. Je veux que les exécutifs territoriaux puissent négocier la durée du temps de travail dans leur mairie, dans leur département et dans leur région, et je dis très simplement qu'on n'est pas obligé d'être un fonctionnaire à vie dans tous les métiers des collectivités territoriales, des départements ou des régions. Pascal Jalabert. Oui, sur la réduction des effectifs, pouvez-vous nous préciser où allez-vous réduire? L'éducation nationale, donc on a bien compris les collectivités, l'hôpital, outre les secteurs sécurité, qu'est-ce que vous sacralisez? Si vous me permettez, il faut être précis. Il y a 2 millions de fonctionnaires d'État, grosso modo. Sur les 2 millions, il y en a un peu moins d'1 million dans l'éducation nationale. Si vous posez comme postulat que vous ne supprimez rien dans l'éducation nationale, autrement dit, vous supprimez personne. Voilà, bon, donc je vous l'ai dit, pour les collectivités territoriales, 150 000 fonctionnaires en moins sur la durée du quinquennat. Dans les administrations de l'État, toutes les administrations sont concernées, à l'exception de l'armée, de la police, de la gendarmerie, en grosso modo, défenseurs. Oui, mais la justice, vous savez, il y a 8000 magistrats, enfin, ce sont des très petites populations. Sur la fonction publique hospitalière, qui est encore un autre sujet, environ 1 million de personnes, je n'ai pas proposé d'objectif chiffré, parce que j'ai une grande ambition qui consiste à donner l'autonomie de gestion à chaque établissement hospitalier, qui pourra définir ainsi la durée du temps de travail. Je précise, je veux le rétablissement des heures supplémentaires pour tout le monde. Nicolas Sarkozy, vous étiez hier à Neuilly.
Parce que chez vous, dans les Hauts-de-Seine. Non, je n'y habite plus, mais c'est une ville qui a beaucoup compté pour moi, bien sûr. Alors, il y a une petite phrase, à mon avis, qui ne va pas passer inaperçue, que vous avez prononcée hier soir, qu'on va écouter ensemble. Quelle est la question? La question, c'est mais non, vous persistez, vous signez. Enfin, pardon. Nous sommes dans une république. C'est les menus de substitution, la question. Dans la république, il y a une règle. Et le problème de la république, ce sont les accommodements raisonnables. Madame El Khomri vient de sortir une invraisemblable liste d'accommodements sur les pratiques religieuses dans les entreprises. Je considère que la situation est très grave, qu'il faut protéger la République et notamment protéger les jeunes filles françaises et musulmanes du terrorisme et de la pression, le terrorisme intellectuel, du communautarisme. Il y a dans les cantines de France un menu pour tout le monde. Il n'y a pas la table des enfants musulmans, la table des enfants juifs ou la table des enfants chrétiens. Je comprends parfaitement qu'il y ait des habitudes alimentaires pour les uns et les autres. Dans ce cas-là, c'est la personne qui s'adapte, c'est pas la République. De la même façon, j'aggrave mon cas, que je suis totalement opposé aux horaires pour les femmes et aux horaires pour les hommes dans les piscines, totalement opposé au port du burkini. C'est une pratique moyenâgeuse qui analyse le corps de la femme comme provoquant au regard de l'homme. Il n'y aura pas sur les plages de France des hommes qui peuvent être en maillot de bain et des femmes qui doivent être habillées. Je dis simplement que si une jeune musulmane veut être en mini-jupe ou en jean, elle a le droit. Si elle ne veut pas être voilée, elle doit avoir le droit. Et que si on laisse faire les accommodements raisonnables, à l'arrivée, la petite musulmane française qui ne portera pas de voile sera montrée du doigt, ce qui est un scandale. Doivent être bannis de l'entreprise, de l'espace public, de Alors, soyons précis. Je pense que les signes religieux doivent être ostensibles, doivent être bannis à l'université comme ça l'est au collège et au lycée. Je pense que dans l'entreprise, le chef d'entreprise doit avoir la possibilité d'interdire un certain nombre de pratiques. Là, Madame El Khomri dit, si vous faites le ramadan... Myriam El Khomri, ministre du Travail. Oui, Myriam El Khomri, vous pouvez demander à votre employeur de changer de poste ou de responsabilité. Enfin, je croyais qu'on était une république laïque, je m'aperçois que c'est de moins en moins le cas. Monsieur Sarkozy. La République doit réaffirmer une règle, et c'est la règle qui protège. Je voulais vous parler d'un autre propos de meeting sur la jungle de Calais, le réchauffement climatique qui aurait amené la création d'une jungle à Calais. Vous comprenez que ça aurait pu choquer, parce que ça a choqué certains dans les... Monsieur Fabre, je vous connais depuis des années, je sais que vous êtes un homme qui avait de l'humour. C'est une image. Oui. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Mais le sujet prête peu à l'humour, finalement, quand même. Si vous pensez qu'il y a des sujets où l'humour est banni, c'est qu'on a alors là une différence irréconciliable, monsieur Fabre. Au contraire, l'humour, c'est pas pour les sujets légers, c'est pour les sujets graves. J'ai voulu dire quoi? Mais expliquons-nous, c'est très simple. Que on banalisait des réalités dramatiques avec des mots dont on finissait par oublier la signification. Par exemple, décrocheur, c'est pas le décrocheur de tableau. C'est un jeune en souffrance qui est abandonné. Quant à la jungle de Calais, tout le monde commente la jungle. Mais c'est un scandale. Alors, ce sont des malheureux qui souffrent au milieu d'une population du Calaisis absolument exceptionnelle de générosité, qui entend parler de la jungle, et finalement, ça devient normal, naturel. Personne n'est choqué. Oui, mais vous savez, à ce moment-là, quand la maison brûle, le coupable n'est pas celui qui... Non. Quand la maison brûle, le coupable n'est pas celui qui dit « Regardez, la maison brûle ». Le problème, c'est que la maison brûle, monsieur Fabre. Vous l'aviez parfaitement compris. Vous avez dit que Bernard Cazeneuve, finalement, n'a rien démantelé du tout à Calais. Évidemment. C'est pas la perception des Calaisiens et de leur mère, Natacha Bouchard, qui ont quand même vu partir un énorme territoire où il y avait énormément de problèmes. Je connais comme vous. Sur la 26, tout ça a été résolu provisoirement, certainement. Non, je connais comme vous Natacha Bouchard et j'attache plus de crédit à ce qu'elle dit que Madame Royal. C'est elle-même qui m'avait signalé qu'il y avait 1500 mineurs isolés qui traînaient. Quant à Madame Hidalgo, dont je ne suis pas réputé être proche, elle a indiqué que les 3000 migrants qui étaient sous le métro Stalingrad venaient de Calais. Donc le problème des malheureux qui étaient à Calais, lesquels? Est-ce qu'ils ont le droit de rester en France ou pas? S'ils n'ont pas le droit de rester en France, ils doivent être ramenés de leur pays d'origine. Pas être disséminés partout.
S'ils ont le droit de rester en France, il faut leur donner des papiers. Mais ils sont disséminés pour examiner leurs droits. Ah bon, parce qu'on ne pouvait pas l'examiner là-bas depuis 5 ans. Vous parlez il y a eu des missions de vous parlez à qui? Vous parlez à celui qui a réglé Sangatte en envoyant les 4200 GATT en Angleterre. Et quand j'ai quitté la présidence de la République, il y avait absolument pas. Vous n'étiez pas dans la négociation. Il se trouve que j'y étais avec David Blunkett et Tony Blair. Et quand j'ai quitté la présidence de la République, il y avait moins de 1000 personnes. À Calais, il y en a 11 000. Et puisqu'on y est, je veux dire aux habitants de votre région qu'ils ont été exceptionnels de patience, de calme et de sang-froid. Parce que ça fait des années que ça dure et je ne connais pas beaucoup de régions où on aurait eu, excusez-moi de l'expression, si peu de problèmes face à une difficulté de cette nature. Je me souviens d'un couple de Calaisiens, un couple de retraités qui m'ont dit, vous savez, M. Sarkozy, ça fait 2 ans et demi qu'on n'est pas parti en vacances. J'ai dit, mais pourquoi? Ils m'ont dit, parce que vous savez, nous habitons sur la jungle, sick. Et si on part, on n'est pas sûr de retrouver notre maison parce qu'elle sera occupée. C'est pas la République française et c'est pas l'idée que je me fais de l'autorité de l'État. Monsieur Sarkozy, au-delà de ça, rien que la journée de lundi dernier, 2200 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes. Sans doute il est arrivé aussi dans d'autres pays en Grèce. Comment peut-on éviter des calés partout en Europe au rythme des flux actuels? Parce que si on ferme nos frontières, on laisse le problème aux Italiens ou aux Grecs. Et qui peuvent nous amener, on sait comment ça se passe. Et je rajoute, Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Je répondrai quand je pourrai, parce que là, je suis soumis à un foulerie de questions. C'est des sujets sur lesquels on vous attend beaucoup, bien sûr. Mais oui, mais je vous dis, il y a une première chose qui est très simple. La France ne peut pas être le seul pays du monde qui n'ait pas de frontières et qui n'a pas le droit de garder ses frontières. Le dispositif de Bernard Cazeneuve. Puis-je terminer là-dessus, si vous me permettez? Le problème de Calais commence à 20 000. Bon, mais à ma connaissance, élu président de la République, si tel est le cas, je n'aurai pas à gérer les frontières italiennes, mais les frontières de la France. Donc je veux le rétablissement des contrôles aux frontières, parce qu'on ne peut pas rentrer en France comme s'il n'y avait pas de frontières. Essayez d'envoyer vos enfants aux États-Unis. Essayez d'envoyer vos enfants au Canada. Vous verrez comme c'est compliqué. Il faut prouver qu'on est inscrit dans une faculté, qu'il y a un boulot, qu'il y a un logement, qu'il y a des ressources suffisantes. Tant que Schengen 2, j'appelle de mes vœux, n'aura pas été établi, la France rétablira les contrôles aux frontières, nos amis italiens feront de même, et puis à un moment donné, on fera un Schengen 2, avec un gouvernement de Schengen qui sera le gouvernement des ministres de l'Intérieur, et des règles précises, notamment l'harmonisation des prestations sociales, parce que si la France continue avec des prestations sociales si généreuses, en tout cas plus généreuses que les autres, elle attire en France, non pas parce qu'on veut être en France, mais parce qu'on veut profiter d'un système social français plus généreux que les autres. Vous êtes prêt à supprimer les prestations? C'est fini. Oui, je considère que pour les prestations sociales non contributives, il faudra au moins 5 ans de présence en France pour pouvoir en bénéficier. Naturellement, monsieur, si l'étranger en France cotise, il va de soi qu'il a immédiatement droit aux cotisations. Nicolas. Et la suppression également de l'aide médicale d'État. Il n'y a pas de raison de payer 1 milliard d'euros pour assurer des soins à des personnes qui payent 0 centime de cotisation. Nicolas Sarkozy, vous êtes également diffusé ce matin sur Sud Radio. Et il y a une question d'un auditeur de Sud Radio, Alphonse, en Ile-de-France. Une question d'actualité. Pourquoi les policiers n'ont pas le droit à la légitime défense? Que comptez-vous faire? Vous savez que c'est un sujet très sensible. Oui, Alphonse, vous avez parfaitement... Alfonso, pardon, vous avez parfaitement raison, Alfonso. Je souhaite donner aux policiers la présomption de légitime défense. Je considère que les policiers ne peuvent pas être mis sur le même plan que les délinquants. Aujourd'hui, il faut qu'ils attendent que les délinquants, les voyous, leur tirent dessus pour pouvoir répondre. Je souhaite que demain, s'ils se sentent en danger, ils puissent faire utilisation de l'arme à feu. Merci. On retrouve Nicolas Sarkozy, l'invité de Territoire d'Info sur Public Sud Radio. La PQR et TV5 montent dans quelques minutes. Tout d'abord, on va repartir du côté de Sud Radio pour un flash info. Et puis nous, du côté du zapping des matinales. Merci, messieurs.